Gérard Vespierre, ça veut dire que Donald Trump finalement ne change pas d'avis comme on aurait pu le penser après le compte-rendu ukrainien de cet échange téléphonique entre le président américain et le président ukrainien. Simplement, il se pose en position de celui qui va peut-être céder ses technologies à l'Europe pour qu'elle puisse compenser finalement la défection américaine sur ce front-là. Si Trump cède quelque chose, téléphonez-moi tout de suite. Je pense qu'il est en position de négocier et de vendre. Donc, c'est un problème, Je n'ai pas dit effectivement, céder comme le soulignait gratuitement, hein, Alban à Gérard l'instant, n'est-ce Vespierre. pas? Je n'ai pas dit céder gratuitement. Allô? Je n'ai pas dit céder Donc, gratuitement. donc en tout cas, s'il est en train d'essayer de canaliser sur un autre moyen l'approvisionnement de l'Ukraine. Et il faut ajouter à ce qu'a dit Alban il y a quelques instants que Bolton, qui est un ancien conseiller pendant un an et demi à la sécurité nationale de Trump dans son premier mandat, avait dit hier il n'est pas évident que le président avalise cette décision d'arrêter l'approvisionnement. Voyez-vous, donc il y avait déjà des signes avant-coureurs parce que la décision avait été prise par un canal qui n'avait pas forcément autorité pour le faire. Donc on est dans une situation très, très mouvante et très dynamique. Vous avez parlé des échanges entre Zelensky et Trump, des échanges entre Poutine et Trump, des échanges qui ont eu lieu il y a quelques jours entre effectivement toujours Poutine et Emmanuel Macron pendant, je crois, 2 heures. Donc il y a une agitation diplomatique autour de l'Ukraine telle que nous n'en avons pas vu depuis de nombreuses semaines. En plus, il y a le 10 juillet une réunion à Londres et au même moment une réunion à Rome sur l'Ukraine aussi d'un point de vue reconstruction. Donc Londres, armement et donc Rome, reconstruction. Donc il y a vraiment une dynamique nouvelle autour de la situation ukrainienne. Les Européens ne peuvent pas se permettre de lâcher l'Ukraine. Quand on dit qu'après certains membres des 27 se retrouveraient en première ligne, c'est une réalité, c'est une menace réelle selon vous? Il faut s'inquiéter? Je crois qu'il y a un traité et un pacte qui se trouve autour de l'OTAN, n'est-ce pas? Et la formule, c'est tous pour un pour tous. Donc, je ne crois pas s'il y avait une amplification de cette guerre, ce que personne ne souhaite, eh bien, c'est l'ensemble de l'Europe qui serait amené à prendre position. Et je crois que cela est prévu à la fois depuis de longues dates parce que le propre d'une organisation militaire, c'est de préparer des plombs et donc avec aussi un plan A, un plan B, un plan C pour un nombre invraisemblable de scénarios. Donc voilà, on a certainement cette capacité européenne. N'oublions pas que l'Union européenne, dans son format actuel, c'est 425 millions d'habitants. N'oublions pas qu'avec la Grande-Bretagne, c'est 500 millions d'habitants. Il y a 145 millions de Russes. Alors, je reprendrai une parole très célèbre et universelle pratiquement, n'ayons pas peur. Le problème qui va se présenter à la Russie, c'est son économie dans les 3 à 6 mois. Il y a actuellement un dilemme à la Banque centrale russe parce que le taux de la Banque centrale est de 20%, n'est-ce pas? Et donc, il est en train d'asphyxier l'économie russe au nom d'une autre stratégie qui est la valeur du rouble. Il faut absolument que le rouble ne s'effondre pas et pour cela, eh bien, on a monté les taux d'intérêt le plus haut possible pour faire venir des capitaux. Mais ça ne pourra pas durer. Le ministre de l'économie, dans la réunion de Saint-Pétersbourg il y a quelques jours, a parlé de récession proche, n'est-ce pas? Donc, la Russie est sur le fil du rasoir sur le plan économique. C'est un paramètre essentiel dans les semaines et dans les mois à venir.